La saison du Capricorne, dernier épisode de l'année 2021. Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Sophia. Salut. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pour parler du Capricorne, le Capricorne qui ferme l'année puisque la saison du Capricorne va du 21 décembre au 20 janvier. Donc c'est le début d'une année et la fin de l'ancienne. Et donc, nous allons faire notre alchimie du ciel habituelle et puis clôturer peut-être cette série aussi de vidéos, puisque ça fait 1 an que nous faisons ces épisodes mensuels que nous vous proposons. Si vous souhaitez nous soutenir, nous avons une page Tipeee. Tipeee nous permet de financer certaines dépenses qui sont liées au podcast et notamment nos futurs projets que nous vous proposerons en 2022. Et donc, en nous soutenant par une contribution libre, vous nous permettez de continuer l'aventure Alchimie du ciel. Vous recevez en échange des contributions exclusives que vous pouvez découvrir sur notre page Tipeee. On vous met tous les liens en description de cette vidéo. Le Capricorne, donc, un mot, une idée, Sophia, Caroline, sur ce signe d'hiver. Oui, ça me fait toujours penser au quartz. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que le Capricorne, il faut polir et polir et polir et qu'il faut chercher le quartz qui est sous la terre, en fait. Hein, comme c'est un signe de terre, mais qui a besoin. C'est pas la pureté au sens de la Vierge, mais quelque chose qui devient épuré. Tu sais, qui est épuré dans sa lumière, hein, parce que dans son ombre, on le renvoie souvent à ce côté de l'ambition, de cette chèvre qui grimpe et qui oublie qu'au sommet, finalement, c'est la porte des cieux. Hein. Mais ça me rappelle aller à l'essentiel, en fait, d'essentialiser les choses. Et qu'est-ce qui reste, quoi? Le tronc, le quartz, Le cœur. Ouais, le cœur, l'architecture, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui reste quand on a enlevé tout ce... Je sais pas, toutes ces superficies. Le Capricorne, dernier signe de terre, dernier signe de terre de la roue du zodiaque. Donc ça me fait toujours penser que quand nous entrons dans le signe du Capricorne, nous allons rencontrer, dialoguer avec nos limitations, nous allons être rappelés aux limitations du corps, aux limitations de la matière de manière générale. Et donc, ça me fait penser, le Capricorne, pour moi, je le relie au temps qui passe et au rapport que l'humanité entretient avec ce principe qui gouverne tout, en fait, d'une certaine manière, en tout cas, notre traversée ici sur Terre. Certains détestent le temps qui passe, ils font tout pour contrer le temps, et d'autres finissent par trouver, ou en tout cas faire la paix avec le temps, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être évité. Et donc, du coup, on peut développer une relation plus riche et plus sage avec le temps. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit en astrologie que nous vivons dans le monde Saturne, le maître de ce signe. Le temps, on ne le voit pas, mais en fait, il traverse tout ce qui vit. Donc, quelque part, c'est ça. Enfin, c'est ça aussi pour moi, le Capricorne. Oui. Puis c'est le signe de l'équinoxe d'hiver, là où, en tout cas, dans nos pays européens, c'est le triomphe de l'obscurité, même s'il y a ce réveil de la lumière à l'équinoxe. Mais c'est un Le monde solstice. froid. Au solstice, oui. Le solstice, oui. C'est un monde froid, c'est un monde silencieux. Moi, j'ai eu l'image que j'ai of Thrones, vous savez, le mur et la garde de nuit qui garde le mur. Et c'est vraiment dans les terres les plus au nord. Et c'est là où il y a ce mur qui est une frontière entre la civilisation et les barbares. Ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur.
Et ce mur est vraiment symbolise aussi un certain repli, c'est-à-dire que ceux qui gardent le mur sont dans un certain repli du monde, c'est un lieu aussi de réflexion, de confrontation avec la mort, avec le silence, la solitude. Et c'est un lieu aussi, comment dire, d'exil parce que c'était comment dire, les bâtards qui devenaient qui rentraient dans la garde de nuit. Donc c'est aussi, il y a aussi une forme d'exil saturnienne, je trouve. Oui, tout à fait. C'est beau. Alors, allons un peu plus loin dans les aspects de cette saison et faisons notre alchimie du ciel habituelle. Et nous allons reparler du carré Uranus-Saturne, Sophia, qui se forme une troisième et dernière fois exacte. C'est vraiment l'aspect majeur de cette année 2021 et l'occasion de le revisiter et de le sublimer éventuellement, je ne sais pas. Oui, Saturne carré Uranus, dernier exact, donc le 24 décembre, la veille de Noël, comme ça, un cadeau. Par contre, j'ai plus le degré exact. Je ne sais pas si tu l'as, Thomas, au carreau. C'est à 11 degrés, non? Ah oui, je crois. Et donc, oui, le carré Saturne-Uranus, on en a parlé en long et en large à chaque fois, parce que c'est l'aspect principal qui est en train de façonner nos quotidiens, nos jours en cette année 2021 et qui est arrivé à la suite d'une conjonction extrêmement puissante en 2020 entre Jupiter, Saturne, Pluton. Et en 2022, Saturne et Uranus continueront encore à dialoguer. Ils seront toujours très proches, surtout à la fin de l'été et à l'automne 2022. Mais il n'y aura plus d'aspect exact. Donc celui-ci du 24 décembre 2021, c'est bien le dernier. Mais de toute façon, il faut aussi penser que tant que Saturne est dans le signe du Verseau, ce dialogue il va continuer, même s'il n'est plus exact en tant qu'aspect lui-même. Et Saturne ne sort du Verseau qu'en 2023. Et pour donner juste un petit refresh comme ça de cet aspect-là, Saturne-Uranus, c'est un cycle de 44-45 ans. Le dernier a commencé en 88, dans lequel nous sommes encore. Et la fin aura lieu en 2032. Donc nous sommes aujourd'hui au moment du carré décroissant que Dan Rudyard avait appelé tous les carrés décroissants, que ce soit le dernier quartier de lune ou tout autre carré décroissant dans les cycles des planètes. Il avait appelé donc ça une crise de conscience. Donc Saturne est le principe, enfin il est plein de choses, mais on pourrait ici résumer Saturne comme le principe de limitation et de préservation, et Uranus le principe de percée, changement, libération. Et ils sont tous les deux nécessaires, bien sûr. Mais lorsque leur cycle arrive à un point important, comme c'est le cas maintenant, nous trouvons en fait entre deux paradigmes, entre deux visions polarisées du monde, et souvent difficiles à concilier, ou en tout cas des visions qui vont forcément mettre en mouvement une pression, une extrême tension. Et c'est cette tension qui est à la fois destructrice et créatrice, parce que sans l'inconfort qu'elle provoque, nous allons stagner, mais aussi nous passons de quelque chose qui était à peu près certaine, sûre, ou en tout cas qu'on savait comment faire avec elle, à une incertitude totale avec cet aspect. Toute crise est cathartique parce qu'elle permet de libérer quelque chose qui cherche à naître, que ce soit une chose positive ou négative. Et dans la mythologie, Saturne est le fils d'Uranos et de Gaïa, et sans revenir de nouveau sur leur histoire que tout le monde connaît maintenant, je voulais juste parler de la symbolique de la castration d'Uranos par Saturne. Pour arrêter en fait le chaos de l'engendrement et du refoulement, Saturne castre Uranos, et de cette castration son phallus il tombe dans la mer, donc va naître Vénus. Et Vénus, c'est l'harmonie. Ce qui veut dire que symboliquement, il y a une troisième voie
que nous portons tous en nous et qui nous vient par les principes vénusiens, c'est-à-dire l'écoute du nous relationnel, la reconnaissance des inégalités, des dissociations et toute autre forme de déséquilibre pour ouvrir la voie des choix et des compromis. Donc Uranus, qui était en rétrogradation, va devenir direct le 18 janvier, après avoir passé donc 5 mois en rétrogradation. Alors, il peut y avoir aussi un sentiment d'inégalité, de déséquilibre qui deviendra encore plus présent, qui se fait ressentir parce qu'il a été analysé, contenu aussi pendant tout ce temps. Et tout ça pourra parler plus fort ou devenir plus criant pendant toute cette période-là, de cette fin d'année, début d'année prochaine. Mais cette période, elle peut aussi être marquée par des innovations concrètes ou de nouvelles idées qui commenceront à voir le jour, parce que déjà, c'est le 3e et dernier carré, exact, comme je disais tout à l'heure. Et aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de la fin décembre, Jupiter va entrer dans le signe des Poissons. Donc, ça aussi va changer la donne, parce que ça va forcément changer la dynamique. Tout respire ensemble. Donc forcément, étant donné que Jupiter est resté, on en avait déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, pendant presque 3 ans, hein, depuis 2019, c'est ça, dans les signes de Saturne, et que maintenant, il va entrer dans son propre signe à lui, qu'il gouverne, Poisson. Donc ça aussi, ça va venir changer la façon dont nous regardons cet aspect, ou en tout cas de la manière dont nous vivons le carré de Saturne et Uranus. Mais bien sûr, Saturne est toujours là, il va être direct aussi au moment où Uranus va devenir direct, il est déjà direct. Hein. Donc le contrepoids de tout ce que se fera ressentir et ressortir à ce moment-là peut forcément, il va rencontrer des résistances fortes, des traditions obsolètes qui ont du mal à évoluer. Mais Saturne est aussi la force qui responsabilise et qui renvoie aux droits et devoirs de chacun. Donc à la fin, en fait, cette danse entre Saturne et Uranus est plutôt comme une invitation, on dirait, une invitation qui nous est faite pour qu'on puisse conscientiser ce que peut représenter, d'une part, le chaos d'une liberté sans responsabilité et sans limite, et d'autre part, le chaos d'une contrainte qui n'accepte pas l'autonomie ni la créativité. Donc, ni l'un ni l'autre ne sont des solutions à part entière, mais c'est en prenant l'un et de l'autre, c'est-à-dire ce principe même unificateur de Vénus dont je parlais tout à l'heure, qu'il peut y avoir cette troisième voie, ou en tout cas cette troisième vision. Et puis, bien sûr, la nouvelle lune en Capricorne, hein, qui peut donc venir appuyer sur tout ça, puisqu'elle sera dans un trigone exact à Uranus, justement, hein, à 12 degrés du Capricorne, pardon. Donc, c'est l'énergie de l'archétype Capricorne bien saturnien, c'est-à-dire le passé, le temps, la tradition, l'ordre, etc., qui va dialoguer avec ce principe d'incertitude, d'innovation, de changement d'Uranus. Donc le trigone est un aspect fluide, mais qui n'enlève pas les difficultés. Ce qu'il permet, c'est de nous donner la capacité de voir au-delà de ce qui bloque. Mais bien sûr, il faut encore que nous soyons plus conscients de cette possibilité-là et que nous ne nous laissions pas posséder par nos ombres ou alors par nos fantaisies aussi. Et au moment de cette lunaison, Vénus, elle est déjà rétrograde, Mercure s'apprête à rétrograder, et nous avons beaucoup de choses à déconstruire liées au principe de l'archétype du Capricorne dans nos vies et dans le collectif. Mais je pense que cette énergie de cette nouvelle lunaison en harmonie avec Uranus serait, ou en tout cas pourrait être presque vue comme une main tendue à la conciliation des opposés dans le monde, mais avant tout en nous, en fait. Et c'est intéressant de voir que ces aspects auront lieu pendant les fêtes de fin d'année aussi, au moment où potentiellement on se retrouve en famille, ou en tout cas où on est confronté justement à cette inertie des traditions. Et la nouvelle lune, pour le préciser, je crois que tu ne l'as pas dit, se fera le 2 janvier. Ah pardon, oui, non, je n'ai pas dit 2 janvier à 12 degrés du Capricorne. Du Capricorne, voilà. Alors, en parallèle et pendant les fêtes de fin d'année, il y a un autre phénomène dont tu vas nous parler
Caroline, c'est la rétrogradation de Vénus qui se fait au Oui, contact de Pluton. oui, donc du 19 décembre au 28 janvier. Hein. Donc, chaque rétrogradation de Vénus est à peu près 40-44 jours. Et je pense que ce qui est important, il y a plusieurs échos, hein, mais il y a tous les contacts avec Pluton. Et je trouve que ça fait écho un petit peu avec ce que tu disais, Sophia, que cette Vénus sera un petit peu... elle nous permet de réévaluer notre système de valeurs, et c'est aussi, je relisais un livre, on en parle aussi comme cette étoile d'or en fait. Et Vénus, hein, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, elle va rétrograder, et à peu près tous les 8 ans, elle revient à 2 degrés près au même endroit. Donc ça peut être intéressant aussi de vous rappeler, il y a 8 ans, dans quel domaine elle rétrogradait, et à la fin, elle va dessiner dans le ciel, si on mettait, elle dessine un pentagramme. Hein. Et je crois que c'est tout le symbole de Vénus, et qui prend encore plus tout son sens avec Pluton, puisque le pentagramme, c'est ce symbole de l'homme, c'est ce symbole de l'humain. Mais si on le met à l'inverse, c'est ce symbole de la magie et du pouvoir. Et je trouve que la confrontation de Vénus avec Pluton, elle va nous obliger peut-être à coup de descente dans les endroits où on aime le moins, de réévaluer vraiment nos systèmes de valeurs en plus dans l'énergie Capricorne. Donc, comme tu dis, par rapport, j'allais dire au niveau sociétal, c'est vraiment comment on exerce le pouvoir, comment la hiérarchie, ce qui soutient cette architecture qui nous soutient justement, où est la place vénusienne dans tout ça, j'allais dire. Est-ce que des fois on pourrait voir aussi Pluton-Vénus? Parfois c'est peut-être ce sentiment aussi d'absorption, je trouve, comme si Vénus, un petit peu pour reprendre, et c'est ce qu'on verra, je trouve, qui est beau aussi avec la pleine lune, comme si Vénus serait Perséphone, entre guillemets, hein. Il y a une analogie, même si elle n'est pas Perséphone, et elle serait raptée par Hadès. Et en fait, j'avance un petit peu, mais la pleine lune qui aura lieu le 17 ou 18 janvier, hein, parce que des fois j'ai mes horaires au Guatemala, elle est au trigone de Cérès. Cérès, c'est Déméter, la mère de Perséphone, qui nous rappelle qu'on peut remonter à la surface. Hein. Mais je pense qu'on va être obligé dans cette période de rétrogradation d'aller regarder aussi au-delà de... On voit souvent Vénus comme étant ce symbole de ce qui nous plaît, de ce qui nous déplaît. Et quand même dans la mythologie, Vénus, elle est née de l'écume d'Uranus, d'où le lien. Donc elle a aussi cette force de création, cette force créatrice, cette force magnétique. On dit parfois qu'elle nous permet de connaître, donc de connaître. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Et je pense qu'elle va nous demander justement, avec Pluton qui pourrait représenter ce personnage qui va séduire, d'aller voir en fait tous les endroits où notre Vénus est séduite. Est-ce qu'on est séduit par les valeurs sociales? Est-ce qu'on est séduit par les valeurs du pouvoir? Est-ce qu'on est séduit par le désir de plaire ou d'attirer par la séduction? Et je pense que c'est le côté un peu tricky, je ne sais pas si je peux me permettre ce mot, tu sais, de Vénus. Hein. Et si je ne me trompe pas, Vénus fera aussi ce qu'on appelle le Vénus Star Point, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer le 9 janvier à 18 degrés du Capricorne, donc quand elle sera dans sa boucle de rétrogradation, donc c'est sa conjonction inférieure, si je ne me trompe pas. Et donc elle sera, c'est justement les deux visages de Vénus, elle sera étoile Lucifer, Hespérus. Donc il y a quelque chose en lien encore plus avec ce déconditionnement des valeurs, des jugements, pour qu'à nouveau, quand elle sorte à nouveau de sa boucle de rétrogradation, elle devienne cette porteuse de lumière, qui est aussi le symbole de Lucifer. Et moi, je me demandais vraiment si, par contre, au niveau individuel, cette Vénus rétrograde, elle ne va pas nous demander d'aller voir aussi tous nos attachements, toutes ces relations qui n'ont pas été terminées. Ça peut aussi en lien avec les patrons qu'on répète, pardon, c'est français, oui, patron. Les schémas qu'on répète, patterns, oui, les schémas qu'on répète aussi, qui peuvent avoir en lien avec ce qui s'est passé, ce qui a 8 ans. Donc il y a vraiment quelque chose où elle va nous demander, je trouve, de se dépouiller. Moi, j'aime bien cette image d'Inanna qui doit passer les 7 portes pour aller rejoindre sa sœur Ereshkigal. Et je crois que je l'avais dit déjà dans le dernier podcast, où il y a vraiment une analogie entre les tablettes cuniformes et la descente d'Inanna et le cycle astronomique de Vénus. Donc, je pense qu'on peut vraiment, descendre dans
dans cette, comment on pourrait dire, accepter de rendre un bijou, de rendre quelque chose, de mourir et puis de renaître peut-être à une nouvelle forme de relation, des nouvelles valeurs. Et en plus, on aura Mercure rétrograde après qui viendra nous demander si mentalement on a intégré tout ce qu'on a senti. Hein. Donc, voilà. Et la pleine lune qui aura lieu le 17-18 janvier, je trouve qu'elle a un écho puisqu'elle est opposée à Pluton. Hein, la lune est en Cancer opposée à Pluton. Ce qui est aussi intéressant au niveau des astéroïdes, c'est que Pluton est pas loin, la Lune est aussi opposée à Junon. Junon, c'est Héra dans la mythologie, donc c'est vraiment le mariage intérieur hein, du masculin, du féminin, j'allais dire Vénus, Hadès, de ces polarités. Et elle est au sextile de Cérès, la Lune, et donc le Soleil est au trigone de Cérès. Et Cérès, elle va représenter, à un moment donné, je trouve, Cérès et Perséphone, il y avait toujours au moment du solstice d'hiver, pour les Mayas, il y avait un tata maya, hein, ici on les appelle les tatas, qui disait c'est Xibalba. Donc les gens descendent dans Xibalba. Xibalba, c'est le monde des enfers. Et je me rappelle une fois, hein, sur leur calendrier, là, ils montraient tous ces schémas, justement marqués par les 4 solstices, équinoxes. Hein. Il me dit les gens, ils oublient de remonter à la surface. Et je ne sais pas, je voyais ce trigone à Cérès et ce sextile à Cérès comme étant, il y a un moment donné aussi, oui, Pluton va aller nous dépouiller, nous démembrer, mais on peut se réunir à nouveau, on peut célébrer à nouveau, on peut de nouveau accepter les nouvelles graines, un petit peu comme ce que tu disais aussi d'Uranos, cet ensemencement en taureau de Gaïa, de quelque chose de fécond. Donc je trouve qu'il y a aussi un message de fécondité et de connaissance dans le sens où on est renouvelé, on est à des nouvelles valeurs, on est avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas, vous, même quand j'en parle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on se sent un petit peu humble, un peu bon, on va aller vivre quelque chose, mais ça, je sais pas, cette simplicité que je trouve qui est aussi dans ces signes du Capricorne, qui est d'enlever des plis, quoi. Et Pluton, il va nous obliger d'enlever tous les plis qu'on se met dans nos systèmes affectifs et tous les faux semblants et tout ça. Voilà. Et j'aimais bien aussi Luc Biget, ce qu'il disait. De ne pas oublier que Vénus, je ne sais pas, ça me faisait penser à ça, la rencontre de Vénus-Pluton, c'est aussi le puissance, et donc c'est le sens du puits, donc qui se trouve dans les profondeurs. Donc il y a un sens aussi qui sans doute va émerger dans les puits hein, profonds. Et pour reprendre aussi au niveau archétypal, et c'est marrant, parce que je sais déjà d'avance le coup de cœur de Thomas, mais j'avais pour préparer vu les clins d'œil un petit peu de Vénus-Pluton aussi, et c'était La Belle et la Bête, Eros et Tatanos, Kama et Mara. Donc il y a vraiment cette... j'aime bien voir un petit peu cette rencontre de Pluton et Vénus comme étant la Belle et la Bête. C'est vrai, il y a de ça. Il y a de ça un petit peu. Cette pleine lune en Cancer, c'est peut-être aussi l'occasion de mettre en forme quelque chose de profondément riche et créatif auquel on va Oui. une forme en Cancer, quoi. Ouais. Ça a quand même cette vertu-là des oppositions, de pouvoir mettre quelque chose extérieurement, quoi. Mais ça m'a fait penser à Roméo et Juliette aussi, Vénus-Pluton. Il va falloir être prêt très certainement à mourir pour quelque chose aussi. Et puis c'est l'amour impossible. Oui. Roméo et Juliette, c'est l'amour qui va contre la loi Capricorne, quoi, des pères. Alors, tu l'as dit, Caroline, Mercure va venir après, va rétrograder pour actualiser, pour voir si on a bien réceptionné, en quelque sorte, au prisme du mental, toute ces transformations intérieures, affectives et de valeurs. Donc, après avoir ressenti, c'est peut-être un moment pour mentaliser. Je rappelle que Mercure rétrograde 3 fois par an, donc c'est un phénomène assez habituel. C'est un moment là où Mercure commence à ralentir. Alors, la rétrogradation se fait du 15 janvier au 5 février, donc c'est vraiment à la toute fin de cette saison du Capricorne. Et donc, quand Mercure ralentit, il peut y avoir un manque de fluidité dans les échanges. Il y a quelque chose qui coince un peu, qui grince un peu dans la communication, dans
les projets. Et surtout que là, c'est dans des signes saturniens, donc qui nous mettent face à des limites, à des impossibilités, à ce qui demande peut-être du temps et de l'endurance pour pouvoir émerger véritablement. Surtout que le signe du Verseau, où Mercure commence sa rétrogradation le 15 janvier, c'est un signe qui peut peut-être accentuer les dualités et les oppositions entre peut-être entre, alors si on parle du point de vue comment dire, sociétal, idéologique, entre le conservatisme et le progressisme, le statu quo, et ceux qui veulent aller plus loin et transformer. Il y a l'envie de porter des idées innovantes, tournées vers le futur, et en même temps peut-être une impossibilité matérielle à le faire, ou en tout cas qui demande du temps. Des envies peut-être de porter des projets collectifs ou communautaires. Et donc ce moment où Mercure retourne en Capricorne, puisqu'il va donc rétrograder avant même de toucher Saturne, puisque Saturne est à 13 degrés, je crois, à ce moment-là, à 11 degrés du Capricorne, à 11-12 degrés, et Mercure s'arrête à 10 degrés juste avant de franchir un seuil, en quelque sorte, qui pourrait être représenté par Saturne. Et donc, c'est un moment pour revoir, pour réactualiser, pour mettre à jour, en fait, un logiciel intérieur. Et donc, revenir en Capricorne, aller voir ce qui se passe derrière, en fait, aller visiter des endroits oubliés, refoulés, enfouis, interdits, faire cette descente mentale aussi dans les profondeurs grâce à cette fonction de Mercure qui est un psychopompe, hein, donc qui a cette capacité à descendre dans les profondeurs. Et voilà. Et puis en Capricorne, Mercure va retrouver Pluton, hein, ce même alchimiste que Vénus a côtoyé pendant un certain moment. Et donc, ça peut être une période propice à la profondeur intellectuelle, à la compréhension de mécanismes émotionnels ou affectifs, au réveil aussi de certaines obsessions et fixations mentales, mais pour pouvoir les observer. Hein, le Capricorne, c'est aussi ce signe où on médite en silence, et donc voir en quelque sorte le singe du mental en pleine effervescence permet aussi, à travers le silence et la méditation, on peut aussi s'en libérer, peut-être. Les pensées noires en soi et autour de soi, certains mécanismes de communication violente ou de non-communication qui peuvent être, être violentes et que l'on va en quelque sorte désarmer. Des conversations intenses qui font appel à la persuasion et qui conduisent à des engagements forts. Faire émerger une vérité qui a été dissimulée, la verbaliser peut-être, et notamment en Capricorne, dans ce moment où Pluton peut ramener beaucoup de boue à la surface. Il peut y avoir des secrets ou des choses qui émergent. Et en lien avec le fait de revoir nos valeurs collectives et sociales. C'est aussi sur quoi se base, sur quelle fondation et sur quelle structure est-ce que je me construis, est-ce que je me suis construit, et certaines choses qui vont peut-être émerger, voilà. Je dirais que ce Mercure psychopompe au contact de Pluton, c'est un mage noir un peu, si on devait lui donner un archétype. Il y a quelque chose du mage noir, de cet alchimiste qui accepte cette descente comment dire, difficile, mais parce qu'elle permet aussi la satisfaction d'avoir profondément compris quelque chose, de l'avoir oui, profondément intégré, je crois.
Voilà pour les aspects de cette saison du Capricorne. Et puis donc, nous allons prolonger tout ça en parlant de la thématique que nous avons choisie, alchimiser le ciel, en clin d'œil au nom de notre podcast Alchimie du ciel. Mais parce que, comme tu disais, Caroline, Pluton sera très Bah présent oui. du Capricorne. Il est au cœur en fait de tous les aspects pratiquement que l'on a abordé. Et donc, cette question de l'alchimie nous paraît importante à développer. Moi, ça m'a toujours fait penser. Il y a deux choses à quoi ça me fait penser à alchimiser le ciel. Je lisais récemment, je ne sais plus où, les débuts de l'alchimie pour les Égyptiens, en fait, que ça avait à voir justement avec la vie éternelle. Puisqu'ils étaient plus préoccupés de la vie éternelle, ils pouvaient vivre dans une demeure pas très importante et avoir justement quelque chose pour l'éternité. Et qu'en fait, il y avait tous les rituels de conservation des corps, je crois que c'était même du bicarbonate qui était utilisé pour les momies. Donc il y avait vraiment ce lien en fait dans l'utilisation des matériaux et de la matière pour préserver cette immortalité. Et je me suis toujours demandé aussi si, parce que c'était aussi quand on parlait de l'alchimie, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent senti justement en séance que les gens viennent avec des symptômes et que chaque symptôme est lié à une planète. C'est-à-dire, même je ne sais pas si vous avez, des fois quand on devine les gens, on ne les connaît pas, mais ils vont employer un vocabulaire, que ce soit même physiquement, saturnien, neptunien. Et comme si les personnes avaient arrivé avec quelque part le symptôme ombre, le symptôme qui les touche dans la matière, qui les touche dans les corps. Et quelquefois, le langage ou le symbolisme planétaire, en fait, dit oui, mais c'est au même endroit. Pluton, c'est au même endroit qu'il y a ta richesse cachée, c'est au même endroit qu'il y a la puissance de métamorphose. Neptune, c'est au même endroit où dans ton addiction, il y a cette connexion à quelque chose de plus grand que toi. Et moi, j'ai toujours vu comme ça cette alchimie où en fait, un peu comme la phrase de Baudelaire, donne-moi ta boue, j'en ferai de l'or, où il y a le symptôme planétaire et en fait, dans la lecture d'un thème ou dans les symboles, parce que c'est souvent au même endroit, on essaye de montrer les bribes d'éternité ou les bribes de possible aussi qui s'ouvrent. Oui, ça me fait penser à l'opération de sublimation alchimique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que... Et en même temps, ça me fait penser à Chiron aussi, ce que tu as dit. C'est-à-dire que là où il y a la blessure, il y a aussi le remède. Oui, je parle depuis peut-être Chiron aussi. Mais est-ce que Chiron, justement, c'est pas... Oui, quelque part, on ne le voit jamais comme un alchimiste, Chiron. Mais il l'est, non? On dit toujours... Mais en fait, il l'est quand il pense. Parce que souvent, il a cette blessure. Et je trouve que les gens très marqués par Chiron peuvent vraiment faire de l'or de leur blessure, surtout aussi pour autrui. Ils ont cette capacité de transformer la matière, la blessure, en quelque chose de sublime ou en s'élevant vers d'autres plans aussi. Et pour moi, alchimiser le ciel dans le collectif, c'est aussi ça, c'est aussi tous les symptômes de Saturne-Uranus qu'on peut voir, mais je trouve qu'on vient toujours rappeler par le déchiffrage qu'il y a autre chose que peut-être les personnes ne voyaient pas, qu'il n'y a pas la simple corrélation dans nos vies, ou l'aspect littéral de la planète. J'ai eu Mars, j'ai eu un accident, oui, mais Mars, c'est aussi ta force de vie, c'est aussi ta capacité de volonté, de te mettre en mouvement, de faire des choix, de décider, de trancher. Donc, je trouve que la richesse du symbole, moi, c'est ça qui me fascine, c'est comment il y a ce que j'appelle le symptôme de la planète ou le symptôme de l'aspect ou le côté littéral de l'aspect. Et finalement, quand on décrypte le symbole ou en tout cas, on fait des hypothèses autour du symbole pour lui donner vie, en fait, il y a quelque chose qui se transforme finalement. Puis, vas-y, Thomas. Ce qui est intéressant, c'est comment dire, le langage, c'est comment dire, toujours pareil, mais ce langage astrologique qui est, mine de rien, quand même réservé à des initiés. Et les alchimistes étaient quand même initiés, c'est-à-dire que en fait, derrière l'opération matérielle, en quelque sorte, qu'ils réalisaient, il y avait toute une conscience d'un processus et d'une quête. Et cette connaissance-là n'était visible que ceux qui avaient été initiés, en quelque sorte. Et je crois qu'il y a vraiment ça avec l'astrologie. Ouais.
un langage que si on ne prend pas le temps et l'effort saturnien de se confronter à ce langage-là, il demeure en fait un rébus complètement incompréhensible. Et je trouve qu'il y a vraiment ça dans cette énergie en plus du Capricorne, de ceux qui ont fait l'effort de rentrer en contact avec ce langage, qui les change à jamais, qui les sépare aussi du reste de la société, un peu peut-être mouton noir, quoi, et qui en même temps ont cette compréhension avec différentes couches. Ce qui après mène à plein de questions, c'est peut-on vulgariser l'astrologie que l'on se pose, que voilà. Et Jusqu'à quel point on peut le faire aussi. À quel point est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on... Netflix a bien réussi, non, je rigole. Ouais. Et jusqu'à Netflix ou la mode avec tous les signes planétaires. Enfin, là, c'est plus commercialisé l'astrologie. Mais... Netflix aussi, hein, mais ouais, c'est. Est-ce qu'en fait, finalement, c'est pas grave, mais c'est juste que quelque part, le symbole va s'appauvrir. Donc, en fait, finalement. Donc, on n'a plus l'essence du Capricorne. On n'a plus l'essence du Capricorne. Il y a quelque chose qui est appauvri. Et peut-être que ça peut être la porte d'entrée pour ceux qui sont appelés à aller approfondir le symbole. Mais la confrontation au symbole devra se faire aussi par ce travail intérieur, parce qu'on n'en ressort pas indemne. Donc, oui, parce que pour être initié, cela veut dire qu'il faut traverser un rite, il faut accepter ce rite. Et ça, on peut toujours rester à la surface des choses ou alors accepter le rite, accepter que dans les rites, il y a quoi? Il y a à la fois le fait qu'on va faire une transition. Il y a une transition qui se fait, mais une transition, ça veut dire qu'on perd quelque chose pour gagner une autre, pour rentrer dans une autre étape de la vie, par exemple. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Tous les rites, les rituels que l'on a en société, enfin, je veux dire, il n'y en a presque plus. Et ceux qui en ont encore, ils ont complètement été déviés de leur sens premier. Par exemple, les funérailles, elles sont devenues invisibles. On n'en parle pas de la mort, surtout pas. Les mariages sont devenus des spectacles narcissiques. Je sais pas. Et après, on a les rites qui reviennent tous les ans, qui sont les rites de continuité, comme Noël, par exemple. C'est plus des rituels. Oui, c'est devenu un rituel commercial, surtout. Enfin, je parle en gros, hein, je ne parle pas de ce qui se passe. Mais collectivement, c'est devenu la fête de la consommation, peut-être plus qu'autre chose. Donc, on a dévié, on n'a pas voulu approfondir, on n'a pas voulu entrer dans ce que cela demande véritablement chacun de ces rituels, de ces rites. Et oui. De toute manière, l'alchimie, elle se fait pour chacun de nous. Après, la question, c'est quelle conscience est-ce qu'on en tire, en quelque sorte. Mais ça dépendra peut-être l'état de pureté de l'or à la fin. Enfin, je rigole. C'est que tout le monde vit la mort, tout le monde vit la transformation, tout le monde vit l'épreuve, tout le monde vit la maladie. Donc finalement, les rites, qu'ils soient conscients ou inconscients, ils survivent. Mais ils perdent peut-être de leur conscientisation, de leur portée collective, de leur portée symbolique. Mais c'est ça. C'est-à-dire que même si tu les vis, mais quelqu'un qui n'a jamais été confronté à des funérailles et qui n'a jamais vu et tout ça, ne va pas avoir la même approche que si elle a toujours été nourrie dans sa famille par le fait qu'il y a une transition qui doit se faire à un moment donné de la vie et que ce n'est pas anormal, que c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, ce n'est pas la même approche que l'on a de la vie avec si on est exposé ou pas à ces rituels, à ces initiations. Et donc, forcément, cela, si on parle au niveau collectif, c'est encore plus fort parce que ça veut dire qu'il y a toute une partie de la société occidentale qui n'est plus nourrie par ces rituels ou en tout cas qui est en train de les voir
se disperser ou en tout cas n'avoir plus du tout le même impact qu'ils avaient par le passé. Donc c'est vrai qu'il y a, il ne faut pas oublier que le Capricorne, c'est aussi ce signe de tradition. Mais, et moi en plus, j'ai dans mon thème le carré de Saturne-Uranus, donc je veux dire, je sais très bien que pour moi, toute tradition doit évoluer. Je veux dire, c'est une tradition, de toute façon, si on revient en arrière, on va bien voir que toutes les traditions, elles ont évolué. Il n'y en a aucune qui est restée exactement comme elle était au moment où cela a commencé. Donc, c'est vrai que cette énergie du Capricorne, elle vient parler de ça, elle vient parler à la fois de ces rites qu'il faut continuer aussi à la fois qui sont importants et qui sont une base, une fondation, mais qui doivent continuer aussi à s'enrichir de ce qui se passe autour sans être complètement déviés de leur sens premier, sans perdre le sens premier. Parce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir une perte dans la société, dans l'évolution personnelle de chacun. Et dans toute opération alchimique, Mercure est un agent Connexion. Connexion, il est messager et il transforme, il mélange, il relie, il active aussi certaines substances. Et je ne sais plus pourquoi est-ce que je voulais dire ça. Si, parce que c'est aussi la capacité en fait à conscientiser, à mettre de la conscience et à travers la pensée de ce que l'on vit. C'est la pensée qui, d'une certaine manière, relie et permet de mettre une certaine conscience. Et je crois que alchimiser le ciel, c'est ça aussi. C'est grâce à la pensée. Lorsque l'on voit sur une carte du ciel un aspect, on se demande comment est-ce qu'il se manifeste, en fait, intérieurement et extérieurement. Et quand c'est un transit, comme ce que l'on analyse dans notre alchimie du ciel habituelle, eh bien, on essaye de prévoir ce qui pourra émerger au moment de ce transit-là. Et quand il émerge, je ne sais pas vous, mais je suis sûr que vous l'êtes, enfin, autant que moi, on est dans l'ouverture et dans la conscience de se dire quelle surprise cet aspect va apporter et on va pouvoir, quelle compréhension mentale on va pouvoir enrichir de cet aspect-là. Et en fait, il y a une grande curiosité qui est à l'œuvre là. C'est au-delà finalement de la fatalité, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui nous arrive d'heureux ou de plus malheureux, avoir ce regard archétypal, curieux, qui est en permanence nourri par ce qui se passe intérieurement ou extérieurement, qui correspond à un archétype que l'on peut voir sur la carte du ciel. C'est ça pour moi, en fait, cette opération alchimique. Et c'est ça l'or que je trouve derrière. C'est la richesse, la profondeur des archétypes qui animent notre monde. Et puis c'est aussi, ça me fait penser à Hermès Trismégiste. Ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. La table émeraude. Oui. Donc le premier et par l'opération, tu discerneras le danse du subtil aussi. Alors justement, peut-être que je peux renchérir, enfin comment dire, continuer sur mon coup de cœur, oui. Directement en lien avec cette alchimie. Alors c'est un livre en anglais, je ne crois pas qu'il soit disponible en français pour l'instant. Ça s'appelle The Archetypal Universe de Ren Butler. C'est ce qu'on appelle un cookbook. C'est un livre avec les aspects en fait astrologiques, 2 planètes ensemble, 3 planètes ensemble, et tout ce que cela peut donner de manière archétypale. Donc le principe de la combinaison astrologique, ce que ça donne pour en termes de personnalité ou de thématique, l'ombre et la lumière, les images, les rêves, enfin voilà. Et donc
eh bien, c'est un super livre. À chaque fois qu'un aspect astrologique se forme, de pouvoir aller voir justement ce que Ren Butler nous dit. Et c'est toute une liste. Il ne nous donne pas quelque chose qui va être figé, qui va nous dire, bah, c'est comme ça, tel aspect rencontre amoureuse, tel aspect divorce, comme on peut voir parfois dans certains livres d'astrologie traditionnelle, disons. Là, c'est ouvert. Je ne sais pas comment est-ce que ça se manifestera dans ma vie, mais ça va prendre une de ces formes-là, ou en tout cas être coloré par Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette idée-là de la coloration. Forcément, si on lit tout ce que ça a à voir avec cet aspect, on va trouver, c'est sûr, quelque chose qui relie à ce qu'on est en train de ressentir à ce moment-là. Donc, c'est pour moi un livre très, très alchimique. C'est un peu le livre de cuisine de l'alchimie du ciel. Donc, Ren Butler, The Archetypal Universe, pour ceux, bien sûr, qui maîtrisent un peu l'anglais. Et je continue. Alors, le mien, c'est l'ogame celtique ou le symbolisme des arbres. Je l'avais trouvé en Bretagne, hein, bien sûr. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi les correspondances astrologiques. Et c'est marrant, j'ai ouvert au hasard, là, au lierre. Et les correspondances astrologiques, c'est Vénus, Pluton. Et c'est le lierre. Donc le lierre, comme le symbole de cette plante, justement, qui peut symboliser tant l'attachement, la fidélité, hein, puisque c'est le lierre de Tristan et Iseut. Et comme l'énergie non intégrée, c'est la magie liante, la magie amoureuse. Donc c'est marrant, ça me fait penser un petit peu. Et il y a aussi le symbolisme des cartes du tarot. Donc voilà. Et c'est l'oracle des druides. Après, vous pouvez vous fabriquer vos ogames, puisque les ogames, hein, c'est des branches sur lesquelles sont dessinés en fait les symboles des arbres. Hein, c'est ça les 25 ogames. Et après, c'est un peu comme les runes ou un I Ching, c'est un oracle en fait, mais en lien avec les arbres. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que le Capricorne m'évoque aussi l'arbre. Oui, moi aussi, c'est vrai. Ça me fait penser peut-être au chêne. Voilà. Ici au Guatemala, il y a vraiment, c'est le pays des arbres. Et le temps ce week-end, j'étais dans le temps. Oui, dans le temps, qui transcende le temps, qui est porteur d'une sagesse et puis qui est là, quoi. Moi, pour ne pas changer, c'est un film. Moi, j'ai fait un oracle la semaine dernière aussi. Hein. Je crois que ça fait 2 ou 3 mois. Hein, c'est bien d'avoir des références. Oui. Regarder nos 3 références. Oui. Je crois que ça fait 2 ou 3 mois que je montre que des films. Departures, donc c'est un film japonais qui parle d'un violoncelliste qui perd son emploi et qui retourne à l'intérieur des terres. Enfin, il était à Tokyo et il va dans une petite ville. Il cherche du travail et puis il voit une annonce qui dit qu'il cherche. Alors, comment est-ce qu'ils disent ? Il répond à une annonce pour un emploi qui dit aide au départ. Et donc, il se dit, oui, c'est travailler avec des voyages ou des touristes ou quelque chose comme ça. Et en fait, il s'avère que c'est une pompe funèbre. Et c'est ça qu'on dit, une pompe funèbre. Ouais. Oui, c'est ça, les pompes, oui, c'est ça. Oui, une entreprise de pompes funèbres, oui. Là. Et donc, la mort, elle est taboue au Japon. Et quelque part, donc, il va devoir, dans cette histoire, entrer dans quelque chose qui est un peu tabou. Il ne va même pas le dire à sa femme au début, tout ça. Il y a aussi une histoire d'un père qu'il recherche, donc l'archétype du père, très Capricorne aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce film, il est sorti en 2008, lorsque Pluton entrait en Capricorne. Donc, il porte vraiment l'archétype très alchimique de Pluton, du Scorpion et de Capricorne ensemble. Voilà, c'est un film vraiment d'une grande poésie, magnifique. Je le revois tous les ans, tellement il est beau. Merci. Et voilà. Bien, merci à toutes les deux. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, à nous écrire un commentaire, à nous partager aussi peut-être comment est-ce que vous vivez les différents aspects
que l'on a évoquées. Ça peut être riche pour nous et pour tous les auditeurs. Et puis, à nous rejoindre donc, sur notre page Tipeee. Et donc, nous espérons pouvoir, dès l'année prochaine, en 2022, vous proposer de nouvelles choses qu'on aura plaisir à partager avec vous dès janvier. Voilà, très bonne fête, excellente fête à vous. À bientôt. C'est vrai. Très bonne fête à tous. Bonne fête à bientôt. toi et bonne fête à toi, Sophia aussi. Merci, vous aussi. Ciao, ciao.